En forme, je viens de terminer un beau meeting, je suis bourré d'énergie. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, docteur Chiasson, on attend Jean-Marie Lapointe. Docteur Chiasson, on va qu'on fasse une pause. Il est 10h12, fait beau. Paul, je vais vous présenter Paul Lavigne, docteur. C'est un gentil homme, oui. Il a un mode de vie exemplaire, sans avoir pas besoin de traitement, rien. Il n'a pas été en traitement. As-tu été en traitement? Jamais. C'est sa femme qui le traite, Oui. voyez-vous. Il est avec sa femme depuis combien de temps, Paul? T'as une minute, à 77. 77. Vous aussi, docteur Chiasson, vous êtes avec votre épouse Ah ouais, depuis longtemps. c'est Depuis combien d'années? Bon, Ça fait longtemps. ça fait longtemps. Bon. Alors, docteur Chiasson, est-ce qu'on pourrait vous... Présentez-vous. Je vais vous laisser vous présenter. Vous êtes... Écoutez, je suis, D'ailleurs, d'abord, vous êtes une légende au Québec, tout le monde vous connaît, mais je vais quand même vous laisser vous présenter au cas où quelqu'un aurait échappé le docteur Chiasson dans sa tête. écoutez, j'ai 83 ans, encore très actif. Je viens d'une famille modeste, mais d'une famille de gens curieux, qui aimaient apprendre, qui aimaient, puis qui étaient accueillants. Moi, ma mère, chez nous, là, la maison était pleine. Il y avait 5 enfants, ma grand-mère, le chat, le chien, puis plein d'amis. Alors, la culture de l'accueil fait partie de moi. Mais j'ai été toujours un individu curieux toute ma vie. Je le suis encore. J'aime apprendre, puis j'aime aider les autres. Alors, j'ai fait... Mon père, chez nous, qui avait une deuxième année, c'est le plus grand psychologue que j'ai connu, parce qu'il était vendeur. Il décodait les gens avec amour. Alors, il a travaillé très fort. Il nous a tous fait instruire. Alors, moi, j'ai fait mon cours classique. J'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir eu cette occasion d'acquérir des connaissances en histoire, en géographie, en philosophie, en physique, en mathématiques. Et j'hésitais dans mes études entre la médecine et la philosophie. Alors, en fait, j'ai choisi la médecine après 2 ans de philosophie. Et après 5 ans d'études médicales, comme je m'intéressais beaucoup à des choses, je m'intéressais à la politique aussi. Alors, j'avais rencontré celui qui avait écrit le livre Option Québec avec René Lévesque, qui s'appelait Roch Banville. Alors, j'ai suivi, je suis allé à Sept-Îles pour des raisons politiques, puis faire de la médecine. Alors, je suis demeuré 7 ans à Sept-Îles, qui était en fait le bout de la route à l'époque. Ben oui, j'ai commencé En 69. J'ai commencé à faire de la radio à cette île. Alors, C'est le bout de la route. Le bout de la la route route. terminait à la rivière Moisy. Oui. Mais j'ai trouvé ça fascinant. En 7 ans, j'ai fait 2000 accouchements. Et J'étais mêlé à la chose politique aussi, mais ça prenait un coup dans ces gens-là de la politique. Alors, il a fallu que je me... surtout à cette île en plus. Que je me sorte La de côte ça nord. un peu. Oui. Mais après 7 ans de pratique, j'avais l'impression que j'avais fait le tour du jardin. J'étais dans un petit milieu. Tout ce qui me restait, c'est d'un lion ou d'un kiwanus. Or, comprenez-vous, je me voyais pas là. Alors, je suis retourné à Montréal. Vous êtes de Montréal. Alors, je suis revenu à Montréal. Alors, j'ai fait une année de résidence en médecine interne où il y avait 245 médecins, puis j'étais le 246e. Alors, moi qui étais un peu le roi à cette île. Alors, puis après quelques années, en fait, on m'a demandé, j'ai acheté une clinique. J'ai pas de misère à faire, moi, régler les problèmes des autres. Oui. C'est les miens que j'ai de la misère à régler. Bon. Alors, je suis très bon pour les autres, pas toujours bon vous pour avez moi. acheté une clinique. En fait, vous l'avez fondée ou vous l'avez Pas tout de achetée? suite. Non. Ah. Non, c'est une autre clinique. C'est une autre ça. clinique. Alors, de pratique générale, mais je m'ennuyais, là. C'est soigner des vaginites, des ongles incarnés, là, j'étais tanné de ça. Puis j'ai eu la chance, en fait, d'aller travailler en alcoolisme toxicomanie dans un centre qui s'appelait à l'époque le Pavillon du Nouveau Point de Vue. Puis, je suis tombé en amour avec ce travail-là parce que je voyais des gens démolis, mais ressuscités quand une aide qui devenait des êtres extraordinaires. Et j'ai été guidé par, à l'époque, le vice-président de la Banque Royale, qui s'appelait M. Don Barron, qui m'a dit « Doctor, I'm going to make out of you a real doctor », malgré tout ce que j'avais fait, là. Puis il m'a envoyé étudier aux États-Unis.
Alors, je suis devenu membre de ce qu'on appelle l'American Society of Addiction Medicine. J'ai fait des stages un peu partout dans toutes les villes américaines. Et puis, en fait, durant 5 ans, j'ai été directeur médical de ce centre-là, mais j'ai parti éventuellement, c'est une longue histoire, un autre centre qui s'appelait la Clinique Nouveau Départ, dans lequel, après quelques années, on avait fait un hôpital privé au Québec avec 30 lits. On avait 35 employés avec un service médical, psychiatrique, psychologique, ergothérapie, thérapeute, massothérapie, entraînement physique. On faisait de la recherche et j'ai été très fier de ça. Et durant ces années-là, je me suis amusé comme un fou. La clinique Parce que j'ai Nouveau eu Départ? Nouveau Départ. Durant 5 ans. Durant 30 ans, en fait. 30 ans, oui. J'ai fait ça durant 30 ans. 5 ans dans l'est de la ville? Oui, oui. En fait, d'abord au centre-ville, puis éventuellement. Et c'est une passion. Parce que je voyais des gens démolis qui pouvaient s'épanouir. Oui. Mon ami Jean-Pierre. Bonjour. Alors, justement, avec Jean-Marie, j'ai cheminé beaucoup aussi. Jean-Marie Lapointe qui arrive. Salut, salut. Est-ce que tu es capable d'enregistrer, Paul, un petit peu? Oui. OK. Jean-Marie Lapointe. Bon, Alors, attendez, docteur. Bougez pas, là, je suis en choc nerveux. Comment Je ça? l'ai jamais vu avec une barbe. Ah oui, c'est vrai. Ah non, mais c'est vrai. C'est un tournage, ça? Tu Oui, fais ça oui, un exactement. film? Qu'est-ce que tu fais? Ben, c'est la série Alerte. Ah, la série en Alerte, train de OK. finaliser. T'entends-tu bien dans tes Je écouteurs? suis en train de finaliser le tournage. Ça va Je me mieux, suis- là, les oreilles? Oui, oui, c'est correct. OK. Ben, c'est pas grave, j'avais pas vraiment besoin de vous entendre. Là. OK. Je vous entendais, mais je voulais pas couper mon bel ami Non. Jean-Pierre. On On va parler de la barbe. On va vous C'est laisser juste que- parler, docteur. Oui. Ben oui, c'est ça, je reviendrai. On va revenir le sur la tournage. barbe. Ben oui, exactement. Alors, Jean-Pierre, Oui. tu disais Donc, justement vous avez que- créé une clinique, Ben, j'ai créé 35 une clinique lits. avec La clinique, de l'aide. J'ai été entouré d'aide. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont aidé, Dieu merci. Et c'est quand même une grosse clinique, là. C'était une Grosse grosse responsabilité. clinique. On avait Gros une- investissement. oui, mais j'ai eu de l'aide, dont M. Benoît Mailloux, là, qui était en fait un des conseillers de Robert Bourassa. Et j'ai eu de l'aide. Oui, mais j'ai eu tellement de plaisir à faire ça, à affronter des défis. J'étais gelé un peu là-dedans. Parce que quand on est dans l'action par-dessus ses oreilles, là, moi, je flottais. J'aimais ça. J'arrivais à la clinique à 7 heures le matin, puis je partais à 7 heures le soir, et puis j'avais pas l'impression de travailler. J'ai peut-être négligé d'autres choses, là, j'en suis conscient aujourd'hui. Mais comme je vieillissais, il y a des bonnes personnes qui m'ont dit t'es mieux de vendre ça avant d'être trop vieux, parce que c'est il y a 5 ans, j'avais 18 ans. Alors, j'ai vendu ma Ouais. clinique. Vous avez quand même passé 30 années Oui, mais de plaisir. de plaisir, non-stop, tout le temps, sans Tout arrêt, le tout le temps là à son Mais bureau. de voir toutes sortes de situations. J'avais pas besoin d'aller au cinéma. Moi, je Non. voyais tous les films. Oui. Là, tu sais. Des histoires d'alcool, de drogue, de sexe, de troubles Oui. maritaux. Et des gens troubles de d'argent. partout dans le monde qui Oui, venaient oui, avec on avait votre une clinique. clientèle internationale. Beaucoup de Français qui venaient incognito au Québec. Oui, ben, pour que ça se sache pas. j'avais fait des stages aux États-Unis aussi avec un psychiatre américain qui était allé en France, qui me référait toutes les vedettes. Alors, en tout cas, j'ai été privilégié et j'ai vendu. J'ai trouvé ça difficile, mais aujourd'hui, je suis content parce que ça m'a permis de créer d'autres choses. Mais il y a des gens qui m'ont dit que je devrais prendre ma retraite. Et moi, j'ai dit, est-ce que les goélands prennent leur retraite? J'ai jamais vu des animaux dans la nature prendre leur retraite. Or, c'est un concept qui a été inventé par des gens qui voulaient faire de l'argent, qui s'appelait Liberté 55. Or, aujourd'hui, j'ai reparti d'autres choses. Je suis encore très actif. Et dans l'action, moi, je suis bien. Quand je me sens utile, je me couche le soir, puis que j'ai l'impression d'aider d'autres êtres humains, ça me permet de côtoyer des gens extraordinaires. En fait, Entre autres. Alors, entre autres Jean-Marie, oui, entre autres... avec Jean-Marie. puis- Donc, vous êtes spécialité. La moi, clinique, moi, c'était j'ai une spécialisé spécialité. J'ai en toxicomanie. Oui, c'est-à-dire Carrément. que Addiction Medicine, Oui. j'ai un certificat puis un fellow. Oui. Puis je suis Oui. Medical Review Officer aussi. C'est-à-dire que, mais je dois vous dire que, bien humblement, que le champ de mon ignorance s'élargit chaque jour. Ah. Alors, parce que plus on connaît, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Ouais. Et que c'est tellement complexe. En fait, c'est de la psychiatrie, de la psychologie, de la neurologie, de la
psychologie, de la psychopharmacologie, de la neurocognition. Et toutes ces disciplines-là sont interreliées. Quand on fait de la toxicomanie, il faut faire aussi du travail social, du travail familial, de l'interrelation. Et surtout, il faut être capable d'entrer en relation avec des êtres humains parce qu'on est d'une période où les gens n'ont plus de relations. Ils sont tous le cou baissé à regarder leur téléphone. Ils ne se parlent plus, ils ne regardent plus dans les yeux, puis ils disent plus bonjour. Puis ils font des consultations par Zoom. Moi, j'aime bien sentir mes patients, leur donner la main, voir s'ils tremblent, s'ils shake, tu sais, je le vois. Mais c'est pratique pour vous en faites du Zoom dans votre auto? Vous faites des meetings Zoom dans votre auto, Dr. Chiasson, non? C'est-à-dire que j'ai fait une thérapie de groupe ce matin à 9 h. Dans le char? Mais en Zoom? d'habitude, là, Oui. je le fais une fois par semaine depuis que j'ai laissé le nouveau départ. Ah. Mais mes consultations, je les fais in vivo. Oui, in vivo. Et je les fais tous venir à mon bureau. Oui. Et parce que j'aime rencontrer les gens. Or, écoutez, ma vie est loin d'être parfaite. Ben. Comme je dis souvent, je fais de la médecine que j'aime. Mon pire ennemi, c'est pas les autres, c'est moi-même. C'est vous-même. Puis, deuxièmement, c'est plus facile essayer de changer les autres, mais ça marche pas. C'est changer soi-même qui est difficile. Oui. Est-ce que vous avez réussi, qu'on reçoit ce matin aussi, Jean-Marie Lapointe, à le changer, ce garçon-là? J'ai jamais. C'est pas votre objectif. Jean-Marie et moi, De le on a modifier un une peu. relation privilégiée. C'est qu'on a cheminé ensemble depuis plus de 25 ans. Vous vous êtes rencontrés dans quel contexte? C'est-à-dire, moi, je connaissais bien son père Et ma mère. et sa mère que j'avais déjà soignée. Je l'ai rencontré un matin au gym et ça a cliqué tout de suite. 2 secondes après, on est devenus amis. Puis là, ben, je me plaignais un peu, parce que je suis plaignard un peu, que je n'étais pas assez en forme. Puis là, ben, je faisais du gym 2 fois par semaine. Ben, il dit, viens-y tous les jours. Mais là, je l'appelais, Jean-Marie, puis je disais, écoute, je ne peux pas y aller, il pleut. Le gros, au gym. Et où il fait froid, au gym. Puis ça fait depuis ce temps-là que tous les matins, je suis au gym à 6 heures le matin. Vous Et êtes dans la Jean-Marie- piscine aussi. Pardon? Dans la piscine. Dans la piscine, de la musculation, de la marche. J'essaie parce que c'est un acte de gratitude que Jean-Marie m'a montré, c'est de dire merci que j'ai un corps qui m'est prêté. Et c'est être égoïste de ne pas s'occuper de son corps, qui est un don. On est chanceux d'avoir un corps. Et on se néglige. On mange des chips, des peanuts, de la cochonnerie, on est trop gros. Et j'ai appris ça. Jean-Marie m'a aidé là-dedans, mais on s'est aidé beaucoup mutuellement dans beaucoup de domaines. Jean-Marie m'a jamais dit quoi faire, mais moi non plus. Non, Parce que Jean-Marie, il n'écoute pas de toute façon quand on lui parle. Il écoute, mais il fait à sa tête. C'est ça la nuance. Puis tu sais, Jean-Pierre et moi, on s'est reconnus. Je suis assez proche de même, c'est bon? Ouais, ouais. On s'est reconnus, Jean-Pierre et moi, puis ça a été instantané. Et ce qui était intéressant, c'est que j'avais aucune idée qu'il avait déjà soigné ni mon père ni ma mère. C'était très, très clair. Donc, Jean-Pierre est très professionnel. Il gardait évidemment le code d'éthique. C'est beaucoup plus tard, quand j'y ai posé des questions, on dit, non, c'est toi qui s'était occupé de maman ou c'est toi qui s'était occupé de papa à un moment donné? Puis c'est là qu'il me l'a dit, parce que j'en ai parlé et que mon père, ben, il était encore des amis. Sauf que l'amitié que j'ai avec Jean-Pierre n'a rien à voir avec celle qu'il a eue avec mon père. C'était une amitié un peu circonstancielle. Sauf que mon père et moi, on se ressemble, mais moi, je ressemble bien plus à Jean-Pierre. Et Jean-Pierre me ressemble beaucoup. On est à quelques décennies de différence, mais sinon, c'est pour ça que quand on se voit, on se fait des thérapies à chaque fois qu'on se parle. Tu sais, nous autres, là, dans les traditions des fraternités anonymes, on se dit, il faut que tu trouves un parrain. Mais c'est bien plus qu'un parrain, c'est un frère, un peu comme j'ai avec toi aussi, Michel, là, depuis le temps qu'on se connaît. Tu sais, nous autres, on se parle, on est transparent, mais c'est la même chose. Puis ça, c'est un privilège d'avoir des amitiés où tu peux dire la vérité et tu te dis, il va-tu me battre? Ben non, il va m'accepter. Je me sens jamais jugé par Jean-Pierre. Tu sais, c'est un privilège. Et vous, le docteur Chiasson, vous étiez donc proche de son papa. C'est un Ben, chum, proche, Jean je l'ai Lapointe. connu quand je suis revenu à Montréal en Ouais. 1976. Vous l'avez connu professionnellement, j'imagine, oui. Je l'ai connu, en fait, on s'est croisés, on s'est vu quelques fois avec ses hauts et ses bas que Jean présentait. Mais c'était un individu, Jean, qui n'était pas facile dans l'intimité. Hein? Il ne se laissait pas approcher tant que ça. C'est une autre histoire. Oui. Mais je le connaissais, puis à quelques occasions, on s'est croisés. Je pense qu'il m'a toujours
assez bien aimé. Là, Oui. tu sais, puis même les derniers temps de sa vie, là, il est venu me voir. Mais Jean Lapointe et Jean-Marie, ton papa, n'était pas facile d'accès non plus pour ses enfants. Ça a Non. été un petit problème, ça, je pense, si je puis dire. Oh oui, tu as tout à fait raison. C'est que mon père avait, comme disait Jean-Pierre Poulain, qui était le frère de ma mère, que Jean-Pierre a très bien connu aussi, Jean-Pierre Poulain a dit la définition parfaite de mon père. Ton père, ça fait 20 ans qu'il vit parqué en double. Et tu connais l'expression, quand tu es stationné en double, ça veut dire que tu as 8000 commissions dans ta journée, tu vas rentrer quelque part, tu vas serrer une coupe de main, puis après tu pars. Tu n'as pas le temps d'aller en profondeur dans tes relations, dans tes activités, et que papa devait choisir de façon très, très, très méticuleuse qui allait entrer dans son intimité, dans sa chasse gardée, et on n'était pas légion. Alors ça, j'avoue que j'ai goûté à cette intimité-là avec mon père, mais mon père, pour qu'il puisse être disponible à ses enfants, il faut qu'il ralentisse, puis il n'a pas beaucoup ralenti, mon père. Tu sais, il a eu une carrière extraordinaire, mais il y a eu aussi 2 familles, une première union avec une femme qu'il a rencontrée sur le party dans les années 50. Puis tu sais comment ça marchait à cette époque-là, tu mettais une fille enceinte, mon beau Michel, ben tu prenais tes responsabilités, tu devais la marier, tu sais. Ben ouais. Alors, il a fait ça avec une dame, il y a eu 3 filles avec elle, et ensuite, il a rencontré ma mère, il y a eu 4 enfants. Donc, papa a été père. Ah, il y en a 7 enfants. 7 enfants, 6 filles et un gars. Alors, c'était pas évident tout le temps de régler sa vie privée avec tout ce beau monde-là. Puis mon père, ben, on dit souvent ça, Jean-Pierre et moi, on est des dopaminomanes. On aime l'intensité, on aime la passion, on est allumé. Mais mon père aussi. Mon père aussi. Alors, tu sais, autant il est allumé par sa carrière qu'il a aussi eu à se battre contre des démons. Alors, tu comprends que c'est pas facile, ça. Ouais. Puis pour se battre avec tes démons, ben il faut que tu fasses une démarche sincère, en profondeur. Et je pense que papa a manqué de temps pour régler tout ce qu'il y avait à régler. Et la dopamine. Dopamine. en fait, La on appelle ça dopamine, dopamine. des dopaminopathes. Les C'est des gens qui dopaminopathes. carburent à l'intensité. Ouais. C'est-à-dire que on a 2 vitesses, Jean-Marie puis moi, mais toi, c'est l'overdrive ou le reculon. Oui. C'est-à-dire que moi, dans l'intensité, j'ai aucun problème. Ouais. Quand il y a un vide qui s'installe, je suis dangereux. Oui, bien, ça, c'est une maladie, ça, quasiment. Oui, mais ça fait partie. Ben, j'ai en ce fait, problème-là, moi aussi. L'alcoolisme. Vous me la l'avez déjà dit, toxicomanie, docteur, de toute façon. C'est un syndrome déficitaire de la gratification. OK. C'est ça s'appelle de même. C'est des pathologies neurologiques, des noyaux du plaisir et de la mémoire. De sorte qu'il y a un piratage des circuits de survie qui sont au nombre de 2. Nous sommes des animaux, supposément plus intelligents qu'un orignal, ce qui est loin d'être le cas souvent. Et en fait, il y a 2 circuits de survie qui sont de manger, parce qu'on ne mange pas, on meurt, puis de faire l'amour, puis sinon, on ne fait pas d'enfants. Sinon, il n'y aurait pas d'humanité. Quand il y a un problème de toxicomanie qui s'installe, soit pour des raisons génétiques ou des raisons environnementales, des carences de l'enfance, du traumatisme, il y a ce qu'on appelle un bypass des circuits de survie au détriment d'une quête de plaisir qu'on ne trouve plus. Et c'est pour ça qu'on appelle une quête intempestive de dopamine, mais c'est les circuits de souffrance qui montent après. C'est-à-dire qu'après coup, qu'un individu consomme pour être bien au début, après ça, pour plus être mal, mais il est toujours plus mal. Et en fait, cette dysphorie qu'on appelle s'installe, et c'est pour ça que c'est difficile de soigner, que ce soit l'alcoolisme, toxicomanie, pharmacodépendance, et je dis dépendance sexuelle, qui est omniprésente aussi dans notre société. Alors, cette dopamine-là, Jean-Marie, Ouais. j'ai vu un podcast qui parle de ta nouvelle... Tu parlais de ta nouvelle relation. Oui. Je fais un parallèle avec ça. Ta nouvelle compagne, ça fait combien de temps que tu es avec? Bien, ça aurait fait 3 ans en septembre, mais on s'est séparés cet été. Donc, Ah! il y a eu malheureusement une fin. Oh! Malheureusement. Ça, et... c'est grosse affaire. Oui, parce que ça faisait longtemps que je ne m'étais pas engagé avec Oui, parce que quelqu'un. tu as beaucoup de difficultés à t'engager. Ça a Je été connais très ça, tough. moi aussi. Ouais, Oh, je oui. suis dans la même Tu sais, situation. on va être transparent, on s'en Oui. est déjà parlé, toi Oui, et moi. oui. Mais tu comprends, Michel, que ce qui est arrivé, c'est que pour une première fois depuis des années, j'avais eu l'élan. À l'intérieur de moi, je sentais que c'était très sincère, que j'avais envie de m'engager avec quelqu'un. Ça n'a pas été parfait. J'ai ma part de responsabilité, probablement qu'elle aussi. Mais on n'est pas là pour faire le procès ni d'elle ni du couple. Mais je peux te dire qu'il y a eu une fin.
mais il y a eu beaucoup d'apprentissage à travers C'est cette un gros relation-là. move, là, quand même, pour Oui. toi. T'as déménagé Ben, en moi, j'ai région. toujours mon pied-à-terre à Montréal. Oui. On avait acheté une maison en Mauricie. OK, c'est sérieux, là. Oui, c'est très sérieux. Sauf que j'ai décidé quand même de garder un petit port d'attache en Mauricie parce que je suis un rameur, je suis un pagayeur et qui dit Mauricie dit le Saint-Maurice puis le fleuve Saint-Laurent. Donc, j'ai des beaux terrains de jeu où je peux m'amuser. Mais je reste quand même un Montréalais de par le fait que mon travail est là, mon Ouais. agente est là, ma famille est là, Jean-Pierre est ici. Alors moi, j'ai une grande partie de ma vie qui circule autour de Montréal, mais j'aime bien aller à la campagne, entre guillemets, aller en Mauricie pour décrocher. C'est ce que d'ailleurs je m'en vais faire après notre Et sans entretien. indiscrétion, est-ce que c'est Oui. toi qui as calé la séparation ou ça s'est fait... Toi? Oui, oui, oui. Toi, Puis, encore. tu sais, sans T'es aller- encore parti. Ouais, mais en Mais même ça faisait temps... longtemps que tu étais là. Oui, ça faisait presque 3 ans. Je ne peux pas aller dans les détails. Je vais Non, respecter non, le désir de Oui. mon ex qu'on n'en parle pas. Par contre, je le sais une chose, c'est qu'il y avait des malaises. Et tu sais, quand tu fais une démarche d'introspection puis d'authenticité, tu veux plus te jouer des games. Tu fais plus semblant que ça va bien alors que tu es malheureux. Peu importe, là, que ce soit au travail, dans une puis relation donc, amoureuse. Parce qu'il n'y a plus assez de dopamine. Non, non, non. C'est juste parce que je suis dans une quête de vérité, d'authenticité. Puis si je suis plus heureux dans une situation, que ce soit au travail ou en relation affective, je vais le nommer. Ouais. Je ne fais plus semblant que tout va bien. Parce que ça, c'est une zone de souffrance. Parce que aussi, Jean-Pierre tantôt parlait à juste titre de la dépendance affective. Tu sais, quand tu souffres d'une dépendance, ça veut dire que tu es accro. Ça veut dire que tu as les mains menottées par ta conjointe, ton conjoint, puis en plus, c'est elle qui a la clé pour te démenotter. Moi, j'ai été longtemps dans des relations comme ça. Alors, comme j'ai tellement souffert d'être dépendant d'une personne, j'ai fait une grande démarche justement à la clinique Nouveau Départ avec Gilles, mon thérapeute, puis Jean-Pierre. À un moment donné, j'ai décidé de prendre ma vie en main puis de ne plus attendre que ce soit l'autre qui m'amène du bonheur. Je vais le créer, mon propre bonheur. Alors, autrement dit, quand tu fais une démarche pour être libre, heureux, ben tu veux plus être emprisonné. Alors, quand tu te retrouves dans une situation où tu sens des conflits à l'intérieur de toi, je peux plus faire semblant. Et en plus, comme je consomme plus, je peux plus me geler. Ouais. Donc là, à un moment donné, le malaise et le mal-être montent à la surface. Et j'en parle à Jean-Pierre, j'en parle à mon ami Jocelyn, j'en parle à Michel. Puis tu comprends que quand je mets des mots, MOTS sur les mots MAUX, je m'en libère. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai pas eu le choix de mettre un terme à la relation parce que j'étais en train de me détruire à l'intérieur. J'étais plus bien. Alors, oui, j'ai collé la shot, j'ai manifesté mon malaise, puis surtout de dire que j'étais pas bien là-dedans. Ça a mis un terme à une relation. Mais il y a énormément de bien là-dedans. Alors, Ouais. c'est ça aussi, je suis capable de m'approprier le bien qu'il y a eu, peut-être les erreurs que j'ai commises. Puis Ouais. avec ça, ben, j'en fais un examen de conscience, puis je me dis, ben, comment mieux repartir, puis éviter de faire les mêmes erreurs. C'est un peu beaucoup parce qu'il y avait un manque d'émotions fortes. Non, ça n'avait Non. rien à voir avec la dopamine, ça. Dans ce Non, cas-ci, rien. c'était pas la dopamine. Je repose la question de façon différente. Là, Mais non, mais tu fais non. bien de Ouais. la poser parce que j'ai été un collectionneur de relations Oui, oui. affectives parce Oui. que je cherchais la passion à travers tout ça. Puis j'en avais déjà fait un aveu à Jean-Pierre. Je dis, ouais, mais moi, Mais toi, tes relations, c'est stationné en double comme ton père. Là. Tu as une relation, tu stationnes en double, puis tu t'en vas vite. oui, oui, C'était puis ça non. un peu. Oui, mais C'est un peu la mentalité, la pointe. il y a un peu de ça. Mais pour aller plus loin dans la psychologie, puis je l'ai déjà dit à Jean-Pierre, puis Jean-Pierre et moi, on est pareil, c'est que moi, je suis un amoureux, je suis un lover. Ouais. Je suis pas Ouais, un ouais. collectionneur de baises puis de trophées. Mm-hmm. Dans le fond de mon intention, c'est toujours, je veux l'amour. Ouais. Je veux construire, je veux être T'en veux sur un beaucoup. nuage. T'en veux beaucoup. Ben, j'en veux beaucoup. J'en veux juste une, mais souvent, la première, ça marche pas. Ben, je passe à une deuxième puis une troisième. Ben Et oui. là, en restant à la surface, tu vas pas en profondeur. C'est Et ça. c'est là qu'il faut que tu te dises, ben là, je suis en train de collectionner encore les passions. tu sais. Ben, t'es sur une ride, en tout cas. Une ride, mais entre ça puis oui, des substances. Des émotions fortes. C'est oui, quoi la oui, différence? oui, oui. Et vous, docteur Chasson, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que vous avez appliqué Écoutez, moi, là, ça fait longtemps que je suis avec ma conjointe. Je lui ai dit merci à me donner un beau-fils qui est aujourd'hui, il est médecin, qui a 3 petits-enfants qui fonctionnent bien. Et j'ai beaucoup de gratitude. Mais je suis allergique à l'ennui, moi. J'ai cette maladie-là, j'ai besoin d'intensité. Et ça a été un défi de rester avec ma conjointe pendant plus que 37, presque 40 ans bientôt. Et par ailleurs,
je me rends compte que j'ai besoin parfois de m'ennuyer parce que même si je trouve ça difficile, je deviens créatif. Aujourd'hui, je demeure avec elle, mais parce que la quête de sensations fortes m'a toujours amené à des précipices, à recommencer tout le temps. Je n'aurais jamais construit quelque chose, n'eût été de ma conjointe, avec la stabilité, elle est nécessaire pour construire. Que ce soit une famille, même une business. Et quand je travaillais au Nouveau Départ, et en fait, où j'avais à travailler beaucoup, Dieu merci que j'avais quelqu'un à la maison qui s'occupait de mon fils. Il est allé aux études. Il a fait des études extraordinaires. Aujourd'hui, il a une super spécialité. Il a 3 enfants. Mais j'en dois beaucoup à ma conjointe. Oui. J'ai un merci incommensurable pour ça. C'est sûr qu'à l'intérieur de moi, moi aussi, je suis un lover. Puis, je suis capable de partir avec une grande blonde aux yeux verts et faire l'amour à Marrakech. Je l'ai déjà fait. Oui, dans je un peux chant vous de... dire que- Dans votre fameux chant de... Ouais. C'est quoi? C'est le chant de quoi, ça? Un champ de rose. Un chant... Alors, mais puis je reviens de Capri, puis ces idées-là me Capri, reviennent à l'occasion. J'étais là il y a 2 semaines. Oui. Mais je dois vous dire Dans que... une convention? Oui, Ouais. une convention, mais on avait des collègues. Mais j'ai payé le prix, puis je veux partager quelque chose aujourd'hui. Moi, j'ai perdu un fils Oui. à 25 ans, qui s'appelait David. Vous l'aviez pas vu venir, en Je ne l'ai plus. pas vu venir. Il était malheureux, puis s'est suicidé en 2000. Ça a été la plus grande blessure de ma vie, dont je me sens encore coupable, moi. J'ai fini par l'accepter. J'ai créé une fondation pour ça, et on a des maisons de sobriété. En fait, c'est de donner un sens un peu à cette souffrance qui m'habite encore, et de voir chez les autres êtres humains la souffrance qui est souvent camouflée. Parce que les gens ne brisent pas l'anonymat de leur souffrance. Ils font semblant que ça va bien. Quand tu demandes à quelqu'un comment ça va bien. Mais 90% ça va pas bien. Ils ont des problèmes de reconnaissance, des problèmes d'argent, des problèmes affectifs, des problèmes émotionnels, des problèmes d'instabilité, des problèmes de rejet, d'insatisfaction. Or, cette souffrance-là m'a donné la capacité de décoder la souffrance chez l'autre, parce que je la vis. Et je l'adorais, mon fils David, et au travers de la fondation, ben, j'aide des gens à créer ce qu'on appelle des familles symboliques, des laboratoires d'apprentissage d'autonomie. Parce que on a créé une société où tous les gens pensent que le bonheur va venir de l'extérieur, du gouvernement, qu'est-ce qu'il va nous donner. De venir toujours de l'extérieur. Alors, le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. Il vient à l'intérieur de soi et c'est difficile. Life is difficult, disait Scott Peck. C'est aller au gym tous les matins, c'est pas facile. Mais dans la discipline, on acquiert une paix intérieure. La vie est ainsi faite. Ouais. Alors, c'est un peu ce que je me répète. Et au travers de ces actions-là, à 83 ans, ça me donne le courage de continuer, même si c'est difficile des fois. Et toi, Jean-Marie Lapointe, puisqu'on en parlait avant qu'on en vienne aux maisons, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, des maisons de la 5 maisons. Il y en a 5, quand je vous ai connu. On fait une levée de fonds là, bientôt. C'est ici à votre première, quand je vous ai rencontré, Dr. Chasson. Jean-Marie Lapointe, toi, est-ce que tu penserais avoir besoin d'aller dans une de ces maisons-là suite à ta séparation? Non? Est-ce que ça serait... faut vraiment avoir un problème de toxicomanie pour aller dans ces maisons-là? Je Ou pense si on a un que problème des gens là, qui n'ont pas le support, parce que il y a beaucoup de Ouais. solitude qui nous entoure. Ouais. On a juste à faire un tour dans le métro, là, puis personne ne Mais- se regarde dans les yeux, Mais puis non. tout le monde est comme ça. Mais non. Les gens ne se parlent plus. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de solitude. Et on crée des familles symboliques. Tout à fait, tout à fait. Donc, Jean-Marie, Oui. juste pour en revenir clore le sujet, comment te sens-tu là maintenant? Libéré, je me sens bien. Face à ta séparation, parce que ça a été quand même sur la place publique que tu avais trouvé Oui. il y a eu des podcasts, et tu disais même à un moment donné dans un podcast que on fait l'amour 3 fois par semaine. Je reprends certains au lieu de le faire à tous les jours, il faut se contenter qu'il y a une diminution. Oui. De dopamine dans tout. Oui. Et il faut apprendre à vivre avec ça. Mais c'est là que le véritable amour se manifeste, parce que quand tu es dans le désir, la passion, tu es dans le rêve, tu es dans l'euphorie, tu es dans la meilleure drogue, on est dans la dopamine, mais est-ce qu'on est vraiment en relation amoureuse à ce moment-là?
Je pense pas. Il y a des ingrédients d'amour, mais il n'y a pas que ça. Sauf que je te dirais qu'avec la séparation, puis surtout le fait que j'ai été privilégié, ce que disait Jean-Pierre tantôt, c'est un privilège d'avoir un cercle d'amis, d'avoir un milieu de vie, un mode de vie qui te permet de t'exprimer puis d'aller chercher de l'aide, de te permettre de pouvoir exprimer ta souffrance, ta peine, ta colère. Quand tu as des amis, thérapeutes ou pas, peu importe, quand tu as une équipe avec toi qui te permet de ventiler ta souffrance, déjà là, tu crées de l'espace pour plus être juste dans la souffrance. Il naît à un moment donné un peu d'espoir. Là, tu as une vision à déjà plus long terme parce que la souffrance amoureuse, la peine d'amour, c'est pire qu'un mal de dents. Tu sais, quand tu as mal aux dents, c'est omniprésent. Tu as mal à l'âme. Puis là, tu as mal à l'âme. Mais là, tu te lèves le matin, c'est la première chose à laquelle tu penses. Tu te couches de peine et de misère le soir. C'est les dernières pensées que tu as avant de t'endormir. Souvent, c'est la peine d'amour, le vide, la souffrance. C'est physique aussi, là. C'est pas juste mental. Et là, tu es dedans, là, maintenant. Non. C'est fini. Au contraire. Oui. Mais non, il y a une forme de résurrection, puis il y a une forme aussi de dégagement Ça fait qui s'est combien de temps que installée. tu t'es Ça fait séparé? quelques mois, là. Ah, quelques mois, d'accord. Quelques mois, mais en même temps, le privilège d'avoir des amis. Si tu as ça, tant mieux. Si tu n'as pas beaucoup d'amis qui peuvent t'écouter sans juger, ben essaie de te trouver un thérapeute le plus vite possible pour pouvoir te déposer et en même temps cheminer. Alors Jean-Pierre, c'est pas plus que juste un thérapeute, c'est plus qu'un médecin, c'est un confident, c'est un ami. C'est sûr que c'est pratique d'avoir un ami Jean-Pierre dans ta vie, parce que si tu es malade, il peut te prescrire quelque chose. Mais en même temps, notre amitié va au-delà du service qu'on peut se rendre mutuellement. Parce que je vais aider Jean-Pierre à sa levée de fonds là, pour la Fondation David Chasson. Je vais animer la soirée. Tu sais, c'est du donnant-donnant. Puis Jean-Pierre et moi, on s'est jamais mesuré à savoir, tu fais-tu plus d'argent que moi? Qu'est-ce que tu as comme matériel? Comment on peut compétitionner l'un contre l'autre? On n'a jamais été là-dedans. On est toujours dans une amitié. On donne, on reçoit, et c'est facile. Je me suis jamais posé des questions par rapport à Jean-Pierre, tu sais, puis le statut de la relation que j'ai avec Jean-Pierre, ben, je veux dire, c'est unique au monde, puis je suis un privilégié, tu sais, puis je pense que Jean-Pierre peut dire, il est chanceux de m'avoir, il est chanceux d'avoir Jocelyn et Patrick Bordeaux, pour les nommer. On a un beau réseau, mais c'est ça qui n'est pas donné à tout le monde. D'où les maisons David Chasson, quand la personne sort de thérapie, puis elle n'a pas la structure pour s'encadrer dans son cheminement de sobriété, là, la maison peut t'héberger, peut t'accompagner, et là, elle crée avec toi et d'autres un sentiment de sécurité, et pour ça, ben, tu as des conditions à respecter. Tu dois faire du meeting, tu dois avoir une job, tu dois faire un retour aux études, tu dois faire du bénévolat et tu dois t'auto-responsabiliser dans l'entretien de la maison parce que les gars sont avec les gars, les maisons pour les filles sont avec les filles, donc il n'y a pas de mélange de sexe. Comme ça, les gens travaillent ensemble dans leur établissement et à gérer une maison. Ça devient une communauté de sobriété. Et il y en a combien de ces personnes-là dans chacune des maisons? Ça varie, 4-5. Jean-Pierre? Ah? 4-5. 4-5. Est-ce qu'il y a un chef dans la maison quelconque? On essaie de travailler à créer des pères aidants, c'est-à-dire des modèles où ceux qui sont plus solides deviennent aidants. En fait, en rotation, j'imagine. C'est des patients partenaires qu'on appelle, où en fait ces gens-là qui ont fait une année, 6 mois, 1 an, qui sont abstinents, qui ont retourné sur le marché du travail ou aux études, développent une fierté, donc une sécurité, et on est riche de ce qu'on donne, pas de ce qu'on acquiert. Et quand on est capable de partager soit ses connaissances, son amour, son présent, on se couche le soir plus heureux. Tu sais, Jean-Marie parlait de notre amitié, mais quand j'y parle, là, moi, je me couche, je suis bien, puis je pense que lui ici, parce que ça fait 25 ans qu'on se parle à peu près tous les jours. Surtout que vous êtes reliés par le donner, vous donnez. Tu donnes, Jean-Marie, et Dr. Chasson, vous donnez, vous êtes dans les... Oui. Non, tu as raison, Michel. On est dans le don de soi, mais aussi on est dans une démarche de est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que la vie de Jean-Pierre a un sens? Si oui, on continue. En quoi, moi, ma vie, ce que je suis, peut contribuer à celle de Jean-Pierre et vice-versa? Et dans nos œuvres, même si nos œuvres, nos fondations, nos missions sont à la fois similaires et très, très, très différentes, on s'accompagne mutuellement là-dedans. T'sais. Alors, moi, je trouve ça juste normal de donner un coup de pouce à Jean-Pierre pour la fondation qu'il a créée, David Chasson. Mais en même temps, le nombre de fois que je l'ai mis en contact avec ma sœur, Anne-Élisabeth, qui est la DG de la Maison Jean-Lapointe, il y a aussi une contribution qui est mutuelle. On est là pour sauver des âmes perdues et qui souffrent.
Que tu ailles faire ta thérapie à Pélado, à Jean Lapointe ou à la clinique de Nouveau Départ, l'important, c'est que tu fasses une démarche. C'est ça qui est le plus important. Puis nous, on est là pour s'aider là-dedans. Donc, je pense que tu as raison. Jean-Pierre et moi, on partage le désir de trouver un sens à notre vie et de faire du bien. Ou encore, comme le Dalai Lama le dit si bien, si tu n'es pas capable d'aider, ben essaye de ne pas nuire. C'est déjà une grande pratique de ne pas nuire à d'autres. Paul, tu as une question? Oui, la question est le taux de réussite. Est-ce que le taux de réussite est évalué par la maison ou est évalué par la personne qui a le traitement, qui s'auto-évalue, dans le fond, là? Si tu peux me permettre, Jean-Pierre Chasson, Dr Chasson, je l'appelle Jean-Pierre, Paul, oui, et Jean-Marie, c'est que là, j'ai retenu quelque chose par rapport à ta question, Paul, que quand on passe par une des maisons de la Fondation David Chasson, on augmente ses chances de 80 en tout cas, drôlement, jusqu'à 80 question, de réussite. Très, très intéressante, mais difficile à répondre. Grossièrement, quand les gens vont dans des maisons de thérapie, quand ils sortent, il y a à peu près 65 de rechute dans l'année qui vient, pour diverses raisons. Tout d'abord, les gens sortent parce qu'ils étaient plus ou moins motivés, mais ce n'est pas toujours le cas, mais surtout qu'ils retombent dans les mêmes milieux, dans des familles dysfonctionnelles, ou en fait dans des amis, il n'y a pas le cercle d'amis, et ils ne se retrouvent pas. Alors, un des buts de ces maisons-là c'est un modèle qui a été créé aux États-Unis, des Oxford House, où il y a 3000 maisons, pour permettre de rassembler des gens qui sont dans une démarche identique, qui est celle de l'abstinence, mais d'intégrer un mode de vie qui trouve la satisfaction, non pas en fuyant leurs émotions, mais en donnant un sens en leur vie. Et soit en travaillant sur eux-mêmes, en partageant. Parce que des bonnes amitiés, c'est bien plus fort que des flammes temporaires. Et j'aimerais citer une parole des étapes de A qui, moi, me touchait beaucoup, puis que je pense... Puis dans les étapes, la 4e étape expliquée dans le livre des Alcooliques Anonymes, la plupart d'entre nous, ce dont nous avons le plus souffert, c'est notre incapacité profonde à créer un véritable lien avec un autre être humain. Notre désir de dépendance est tel qu'on s'approprie les gens jusqu'au jour où ils se sentent vidés, ils nous repoussent, on se sent abandonnés, ou c'est nous qui les laissons et on se sent coupable. Or, dans une démarche relationnelle, il ne faut pas juste faire du tango entre le rejet et la culpabilité. Il faut créer des liens, puis des liens, c'est construire ensemble, que ce soit à travers une famille ou une mission. Et tout le travail de thérapie, au-delà des maladies, des pilules, de l'apprentissage, la fierté de soi, c'est donner un sens à sa vie. Et par diverses méthodes, là. Des fois, c'est de la thérapie, des mouvements d'entraide, de la méditation, mais d'être capable de créer des liens continus qui fait que les autres à côté de nous peuvent s'épanouir. Quand on voit les gens s'épanouir autour de nous, on se sent heureux. Bon, vous avez vécu, et toi aussi, Jean-Marie, dans votre travail, c'est quotidiennement, l'atrocité, c'est-à-dire la descente aux enfers d'êtres humains, des gens qui sont... On l'a vu. Vous l'avez vu. Absolument. Vous le voyez, vous le côtoyez tout le temps. Donc, c'est de sortir les gens de l'enfer. Ouais, mais ça, déjà... tu travailles dans la rue beaucoup, Jean-Marie. Ben, écoute, que tu fasses de l'intervention ou du bénévolat auprès des personnes en situation d'itinérance ou en thérapie, c'est le plus beau des rappels que ça pourrait être toi. Je veux dire, Jean-Pierre, pendant plus de 40 ans, avec sa clinique Nouveau Départ, à tous les jours, son analyste lui avait dit, tu t'es offert toi-même ta propre maison de thérapie pour toi. Parce qu'à force de côtoyer la souffrance, ça te rappelle d'où tu viens et que ça te ramène à, ben, ça pourrait tout pourrait se bousculer pour que je me ramasse moi-même en thérapie si j'arrête de prendre soin de moi, si j'arrête ma démarche. Puis c'est la même chose avec des personnes en situation d'itinérance. Je veux dire, on est tous, sans exception, à quelques bad luck près pour se ramasser nous-mêmes à faire la file à la Maison du Père ou à la Mission Bon Accueil. Pourquoi? Parce que on est chanceux quand on a un filet de sécurité, quand on a un peu d'argent de côté. Mais mettons que j'ai pas assez d'économie, mettons que j'ai scrappé toutes mes relations à cause de mes comportements. Quand
quand je vais être mal pris, puis je vais prendre le téléphone, qui va répondre à mon appel à l'aide si j'ai scrappé toutes mes relations? Je vais être obligé d'aller chercher de l'aide dans des ressources pour les personnes de la rue. Tu sais. C'est ça qui peut arriver. Donc, j'en suis conscient, mais en même temps, c'est parce que je suis conscient aussi de mon histoire de souffrance, de dépendance, d'autodestruction, que je la reconnais chez l'autre. Donc, je suis plus dans le jugement, je suis dans la compassion, puis dans une compassion bienveillante, en lui tendant la main, en espérant qu'il va la prendre, il va la saisir, mais tu ne peux pas forcer une personne à faire une démarche si elle n'est pas prête. Et dans l'itinérance, tu as rencontré des gens qui viennent de tous les milieux. Est-ce que c'est vrai quand on dit, c'était un juge, c'était ci, c'était ça? Absolument. Oui, tu en as rencontré beaucoup? On en a vu plein. Oui. On a vu plein. Puis c'est quasiment classique de dire on a rencontré des gens qui avaient déjà été médecins, dentistes, propriétaires de grandes entreprises. Mais c'est pas une légende urbaine. Non, absolument pas. Absolument pas. Et vous, docteur? Oui, Paul, vas-y. Tout à l'heure, vous avez parlé d'amitié qui se crée à l'intérieur de cette maison-là. Veut dire la médecine? L'amitié. L'amitié. Ah ouais, on crée des liens, pas quand ça va bien. On peut aller au golf, on peut aller dans un party, là, mais des liens, c'est quand des gens cheminent au travers d'une souffrance qui s'en sortent. C'est drôle, ça fait des liens très solides. Est-ce que cette amitié-là perdure par après, lorsque écoutez, ils sont partis de la maison? Il y en a. Écoutez, nous, notre expérience, elle est quand même récente. Ça fait 5-6 ans, 7-8 ans. On a recommencé ça, mais je dois vous dire que, travaillant dans le domaine depuis 30 ans, je vois encore des gens que j'ai soignés il y a 30 ans qui viennent me revoir puis qui ont créé des liens ensemble. Et encore, ça m'est arrivé cet été de quelqu'un que j'avais oublié, mais quand je l'ai vu, oui, quand des gens cheminent ensemble... Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Des bonnes amitiés, là, il n'y a rien comme ça sur la Terre parce que c'est apaisant, on ne se sent pas jugé, on chemine ensemble. Des flammes amoureuses. En fait, tout le travail en toxicomanie, c'est de changer les sensations pour des relations. Parce que des sensations, là, c'est comme monter dans le scénic, on descend. Quand on monte bien haut, on descend bien bas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'air du Pac Belmont. Là, Oui. Alors, c'était exactement ça. Alors, les gens qu'on soigne, nous autres, ce sont des cracks, les sensations, mais ils se retrouvent toujours dans les émotions négatives. Mais tu sais, Jean-Pierre, tu n'as pas répondu à la question tantôt de... C'est Paul, hein, ton prénom, excuse. Oui. Tu sais, tu avais demandé le taux de réussite. Il existe, il est mesuré. Puis on parle des gens en dedans de la première année qui ne rechutent pas jusqu'à 80 quelques pourcents. Je me souviens plus. Jean-François, ton DG, m'en avait parlé. Vous aviez dit, C'était quand même assez élevé, là. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la structure qui est installée dans les maisons d'habituation, c'est génial parce qu'en même temps, pas juste ça, c'est qu'on est tous interdépendants. C'est-à-dire que si moi, mettons, toi puis moi, on est dans la maison, puis moi, je commence à imaginer que ça me tente de consommer, toi, tu vas me dénoncer. C'est génial. Parce que moi, si je consomme dans ma maison d'habituation, je te mets à risque. Puis toi, tu dis, attends, là, j'ai pas envie de rechuter, puis j'ai pas envie de te voir rechuter. Ça devient comme une espèce de commune. Exactement. Ouais, c'est une commune. C'est une communauté thérapeutique, autogérée. Thérapeutique. C'est ça qui fonctionne très, très bien, tu sais. Alors, ce modèle-là pourrait être exporté dans plein de types de maisons, auprès des femmes qui ont été violentées, des personnes qui ont été abandonnées, puis je pense même que dans des ressources en itinérance, ça fonctionne beaucoup comme ça, parce que, mettons, tu prends l'exemple de la Maison du Père. Bien, la Maison du Père, c'est un refuge d'urgence pour des personnes qui viennent faire les fils à tous les jours, mais ceux qui ont transité par la Maison du Père et qui vont bien depuis un certain temps vont avoir accès à un lit régulier. Après ça, ils vont avoir accès à une maison, avec une maison supervisée, avec des gens qui vont intervenir, à une présence avec plein de personnes qui sont aussi dans une démarche. Et tu as baigné dans ce milieu-là longtemps, toi, genre, professionnellement, aussi pour TVA, je crois. Oui, exactement. On a fait une série. Vous faisiez une série, c'est ça? Oui, on a fait la série télé qui s'appelle Face à la rue, qui faisait justement plein de rencontres. On présentait des personnes en situation d'itinérance avec des gens qui en étaient sortis ou des gens qui étaient carrément dedans, et ça a permis de mettre un visage humain sur des situations ou des personnes qu'on considère comme malheureusement comme des déchets de la société. Et c'est comme ça que les gens se disaient,
comment ils se faisaient traiter dans la rue. Alors, on a contribué peut-être à changer en partie la perception des gens. Mais ce genre de projet-là, ou les autres projets auxquels j'aime beaucoup m'attacher et m'investir, c'est que je suis le premier à qui ça fait du bien. Là. Tu sais, avant même qu'on diffuse l'émission à la radio ou à la télé, je suis le premier à qui ça fait du bien, ça m'enrichit. Puis quand je me couche le soir, j'ai l'impression de contribuer au mieux-être de moi-même, de mon équipe, mais aussi de la société ultimement. Et ça, c'est un privilège. Je veux dire, tu sais, quand tu as un micro, là, à chaque semaine, tu as un micro. C'est un privilège d'avoir une caméra ou un micro. Alors, comment on s'en sert? Qu'est-ce qu'on en fait? Ça aussi, c'est un privilège. Et à travers tout ça, vous voyez des gens mourir régulièrement. Ça, c'est une autre facette. Ça. Moi, j'ai vu des centaines de suicides. Hein. Puis Des autant centaines. dans des classes privilégiées, des multimillionnaires, des gens qui n'ont plus d'issue. Et ce qui est de commun dans le suicide, c'est un sentiment de solitude, de désespoir, souvent qui n'osent pas partager leur souffrance. Parce que ceux qui se suicident, souvent n'en parlent pas. Moi, j'ai vécu le suicide de mon fils, qui avait un sourire à faire fondre tout le monde, qui était beau comme un cœur, beau comme sa mère, je dis. Et en fait, et qui avait des... Mais il s'aimait pas, puis il se sentait pas aimé alors qu'il l'était. Il ne sentait pas ça. Et la détresse psychologique du suicide, qui est pré-suicidaire, elle est présente, puis souvent on la voit pas. Et elle est difficile à percevoir. Même pour un spécialiste comme vous, Dr. Oui, Chasson. mais quand c'est nos enfants, on n'est pas Oui, spécialistes, exactement. on est les plus mauvais juges, hein, parce qu'on veut se sauver. Moi, j'ai tout fait ce qu'il fallait pas faire, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, parce que j'étais pas meilleur que n'importe quel père qui aime son enfant, qui se sent un peu coupable, qui est occupé, puis qui veut tout régler. Moi, je suis un sauveur, mais c'est pas toujours de même ça fonctionne. Est-ce qu'il existe un checklist là, de prévention? Est-ce que Oui, bien, il y a- tous les psychiatres. Moi, je ne suis pas psychiatre, mais j'ai été formé par des psychiatres. C'est-à-dire que ce qui est le plus difficile, c'est de détecter un suicide. Tous les psychiatres travaillent là-dessus. Quand ils sont à l'urgence, ils évaluent le risque suicidaire. Ils ont des grilles, ils sont formés pour ça. Nous, en toxicomanie, moi, j'ai été formé, j'ai fait de la psychiatrie sans le savoir, là, depuis 30 ans, 40 ans, parce que je fais de la toxico, qui est de la psychiatrie. Et on évalue le risque suicidaire. Et particulièrement, les gens qui sont bipolaires et toxicomanes, c'est là que la prévalence la plus élevée de taux de suicide, c'est 4 fois normal de la population. Et ces gens-là se suicident. J'en ai vu, moi, tous les ans, depuis 40 ans que je fais de la toxico. Et souvent, en fait, ils m'ont passé, je ne l'ai pas vu venir. Des fois, on le prévient. Et c'est toujours très difficile à vivre. Et je peux vous dire, c'est rare que je passe un mois ou deux sans en voir un. Ouais. Est-ce que ça vous donne l'impression de l'avoir échappé? Parfois. Mais, tu sais, on fait ce qu'on peut. On peut pas... On fait notre possible. Quand on a le sentiment d'avoir été à l'écoute, d'avoir été présent et d'avoir écouté le message, et, tu sais, on fait notre possible. Mais la culpabilité, tu sais, il faut être capable, comme médecin, en tout cas, d'être empathique, mais non pas sympathique. Il ne faut pas embarquer dans les bottines de l'autre. Parce que, tu sais, on fait notre métier, qui est essayer d'être présent. On est des êtres humains qui avons aussi une famille, des besoins. Puis d'être présent à l'autre, puis de décoder en le regardant, en lui donnant la main, quand il rentre, son sourire, ses hésitations, d'être capable de décoder ce qu'il ressent. Un peu comme Jean-Marie Lapointe, qui, toi, tu as dû en voir aussi plein de gens disparaître, se suicider, mourir. Ben oui, puis en plus... Dans ton travail, je dis. Ben, dans mon travail, c'est plus dans le cadre de mon bénévolat, parce que je suis impliqué dans plein de causes, entre autres avec l'hôpital Sainte-Justine, d'accompagner des gens en fin de vie. Puis ça aussi, c'est une particularité. Quand tu côtoies des gens en fin de vie, c'est aussi, en fait, c'est Gilbert Cesbron qui a déjà dit « La mort ferme les yeux du mourant et ouvre ceux du vivant ». Il n'y a rien de plus puissant que de côtoyer les gens en fin de vie pour t'éveiller à ta propre vie. Quand les gens se rapprochent de leur propre mort et que tu as le privilège de les accompagner, c'est à chaque jour, c'est comme si on te chuchotait dans l'oreille. Et toi, ta mort, est-ce que tu la vois venir? Est-ce que tu te sens prêt? Est-ce que tu es en paix avec ta vie?
Si oui, continue de faire ce que tu fais. Et sinon, ben, commence à faire des changements. Et le pire, c'est que ça se fait souvent bien inconsciemment. Parce que j'ai jamais rencontré des gens aussi pleins de vie, conscients de la vie, que ceux qui travaillent dans le milieu du deuil, du soin palliatif, ou même en thérapie, parce que tu côtoies la souffrance humaine, tu côtoies, et en plus, quand on parle d'addiction, on parle d'une prévalence de possibilité de mort. Tu sais, l'autodestruction, ça mène à la mort. Alors moi, j'avais le privilège de faire de l'accompagnement de fin de vie qui m'a éveillé moi-même à ma propre finitude. Puis, bizarrement, parce que je suis conscient de ma mort, j'ai jamais été aussi vivant. C'est paradoxal, mais ça aussi, ça fait que dans notre société, notre relation à la mort et à la vieillesse, il est peut-être un petit peu dysfonctionnel, il est tordu un peu, tu sais. Alors que dans d'autres communautés, dans d'autres sociétés, la mort est un passage. Et est-ce que tu es prêt à ce passage-là? Tu sais, c'est ça aussi. Et cet accompagnement-là de fin de vie, est-ce que c'est un travail rémunéré ou c'était du bénévolat? C'est juste du bénévolat. C'est quand même spécial, hein? Oui, mais ça fait partie de moi. Je veux Oui, dire, non, mais penses-tu que Jean-Pierre comptabilise toutes les heures qu'il fait comme intervenant? Non, mais je veux dire, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Plus on est libre Oui. et bien dans notre peau, plus on devient une source d'attraction. Moi, j'ai jamais eu tant de travail à 83 ans. Puis, il y a des gens qui me disent, ça fait 10 ans que je devrais prendre ma retraite. Je suis trop vieux. Puis, en fait, je me sens utile. Je travaille pas pour l'argent, je n'ai pas besoin, là, parce que mes besoins ont diminué. Là. Ben Bon, oui. je bois pas, je fume pas, mon linge me fait encore, mon auto marche, j'ai pas de dette, j'ai des amis. Puis, tu sais, je lis, puis je fais du sport, puis j'écoute de la musique. Ça coûte pas très cher. Bon. Alors, La journée passe vite dans la vie de Jean-Pierre, je vais te dire. Oui. Il se lève à 4-5 heures le matin, puis à 8 heures le soir, 8h30, il est pas loin de ronfler. Là. Ouais. Mais tu dors en paix. Tu sais, Jean-Pierre, je te regarde aller, on a un mode Vous de êtes en vie très, santé, très, très là. similaire. Il est en En santé. santé. Il est en santé, pourtant, il a juste un rein. Imagine, Oui. cette fille. Tu sais, il y a eu quand même des petits soucis de santé, mais je le regarde aller. J'espère faire un beau vieux à 83 ans. Alors, qu'est-ce que je fais à 60 ans? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui va m'aider à ce que j'aie encore du gaz à 80? Ça dépend juste de moi maintenant. Alors, oui, il y a un peu de chance. Si la génétique est de mon côté, si je tombe pas malade, si j'attrape pas une espèce de bactérie ou je pogne pas un cancer, les chances sont que j'aille assez bien longtemps. C'est ce que je souhaite. Mais au moins, c'est de l'empowerment, dans le sens que je me réapproprie dans ma vie tout ce que je peux faire pour bien manger, bien dormir, bien bouger, avoir une vie saine, éviter le stress auto-infligé, parce que la vie va te les envoyer, les belles curves. Il va en avoir du stress, on en a tous. Mais est-ce que je vais le nourrir, le stress? Ou encore, comme dit Gisèle, mon instructeur en méditation, est-ce que c'est toi qui chevauches la monture ou c'est la monture qui te chevauche? Tu sais, quand tu fais face à une épreuve, tu es comme un cavalier. C'est toi qui vas faire face à l'épreuve, tu vas faire face à la musique. Mais est-ce que ta monture est en train de te chevaucher? Est-ce que l'épreuve te domine ou c'est toi qui domines l'épreuve? L'art est de faire la différence entre les deux. Puis qu'est-ce que je peux faire d'ailleurs pour que, comme cavalier dans ma vie, je continue de chevaucher ma vie et non pas de me laisser chevaucher par la vie? Et les deux, Dr Chasson et Jean-Marie Lapointe, est-ce que vous avez l'impression que vous en faites trop? des fois, oui. Oui. Mais je voudrais revenir sur ce que Jean-Marie disait, je trouve ça très intéressant. Notre longévité, on en est responsable. C'est-à-dire que dans le mode de vie où on vit actuellement, on a 10 ans sur lesquels on peut jouer d'espérance de vie. Si on enlève la malbouffe qui nous entoure partout, avec les chaînes de tout près, c'est de la malbouffe. On mange trop de sucre, on mange trop de gras, on mange des produits qui sont bourrés de colorants, de toutes sortes de choses. On mange du consomme plastique. trop, on mange du plastique, on boit trop de liqueur, des jus d'orange tout préparés dans lesquels ils mettent à peu près 8 additifs colorants qui sont toxiques. Et si on est des animaux, un chevreuil là, qui mange des hamburgers puis qui reste en bas de la montagne, il meurt rapidement, il devient trop gras. Alors, si on arrête de faire de l'exercice, qu'on mange mal, qu'on dort mal, puis on ne prend pas le temps de vivre, puis tous ces facteurs-là, on les connaît tous à peu près, mais on ne les met pas en pratique. On ampute notre vie de 10 ans. Puis, je viens d'arriver à un congrès, là, un des grands spécialistes mondiaux de la longévité, là, c'est un gars de l'Institut cardio de Montréal, Dr Junot. En fait, j'ai eu 10 heures de formation là-dessus. Et c'est extraordinaire combien
on pourrait... Si on enlevait ça, là, juste contrôler ça, là, on viderait les hôpitaux. Enlever l'obésité, le diabète, l'alcoolisme, la toxicomanie, puis la solitude et le désarroi des troubles mentaux, là, on règle 3/4, 4/5 d'itinérance, puis on vide des hôpitaux. Déjà, pour le cancer, j'avais demandé, Dr Chasson, parce que c'est le Dr Chasson qui fait mon bilan de santé à chaque année, j'avais dit, docteur, il me semble qu'il y a de plus en plus de cancers, puis qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ben arrêtez de manger de la viande, monsieur Duguay. D'abord. Pour moi qui le dis, là, on mange Pas de un viande. pas de viande par semaine. On devait prendre des Oui. protéines végétales, Oui. de l'huile d'olive, des tomates, des fruits frais, des légumes frais. Bougez plus, mangez moins. 80% des maladies non transmissibles pourraient être évitées juste par le mode de vie. Ça vient pas de moi, ça vient de l'OMS. Puis j'ai fait un documentaire sur la santé en général avec la pédiatre Julie Saint-Pierre. Et 80% des maladies non transmissibles là, pourraient être totalement évitées. Ça veut dire qu'on vide les hôpitaux, comme disait Jean-Pierre, si tu fais juste modifier ton mode de vie. Puis le docteur Junot, je sais pas, il était-tu en Capri avec toi? Il était en Italie? Oui, on a passé du temps Espèce de ensemble. chanceux. Ben oui, Martin mais il m'a Junot. parlé de toi aussi. Ah oui, ah non, mais Parce Martin qu'il- Junot, c'est une sommité. Ben oui, puis il a parlé aussi que tu lui avais présenté Mathieu Ricard. Ben Je suis oui. bien content de ça. Ah, c'est drôle. Le monde des petits. Hey, moi, j'ai une question. C'est niaiseux, là, mais moi, Jean-Pierre et moi, on a été convoqués ici à 10h30 pour faire une entrevue jusqu'à peu près 11h30. Quelle ne fut pas ma surprise, je rentre dans le mall, je rentre dans le centre d'achat, il est 10h10, je vois déjà l'entrevue décoller. Autrement dit, qui a convaincu qui de commencer l'entrevue plus de bonne heure? C'est Jean-Pierre? Oui. Parce que je te dis ce qui est arrivé. Non, Le c'est docteur a commencé à m'appeler vers à peu près 8h15. Hey, c'est Mais parce qu'il ne que- voulait pas prendre il dit, Michel, je suis dans le stationnement. C'est parce que moi, j'avais un autre meeting entre 9 et 10, Ah, ma ouais. thérapie de groupe, Dans le où char. j'avais, je Sur l'ai Zoom. fait assis sur une table ici, j'avais 20 participants qui ont fait un extraordinaire. Puis le thème ce matin, c'était comment partager l'anonymat de sa souffrance. Comment on garde, on est très bon pour travailler sur les autres, mais travailler sur soi, c'est beaucoup plus difficile. Et des fois, c'est des petites choses. Moi, là, d'acheter un char, acheter une maison, j'ai pas de trouble avec ça. Des gros problèmes, je suis bon là-dedans. Moi, c'est des petits malaises intérieurs, je sais pas comment gérer ça. Puis, il faut que je le dise, j'ai honte de le dire chaque fois. Puis, j'appelle Jean-Marie ou j'appelle notre chum, je dis, écoute, je suis tout croche. Puis, en le disant, on dirait que j'ai mes réponses. Mais, puis, c'est le même pour tous les êtres humains. Et c'était ça le thème ce matin. C'était extraordinaire ce que j'ai appris. Puis, je ne m'attendais pas. Il y avait 20 personnes dans le groupe. Puis, il y avait toutes des choses à dire. Puis, j'avais peur qu'à dure jusqu'à 10 heures. Mais qui sont ces 20 personnes-là? Moi, c'est-à-dire C'est un que- club de quoi, ça? Ben, moi, j'ai des patients qui, pour des raisons X, moi, il y a beaucoup de médecins, d'avocats, des juges, des hommes d'affaires, puis des gens ordinaires. Des fois, je dirais les 3/4, c'est des patients que j'ai vus. Il y en a qui ne veulent pas aller en thérapie, qui ne sont pas prêts ou qui ont été en thérapie. Puis il y en a d'autres, c'est des amis un peu qui m'ont aidé là-dedans, dont Jean-Marie. Là, tu sais. Et ce groupe-là, je l'ai créé depuis 5 ans, depuis que j'ai vendu le Nouveau Départ, parce que je le faisais le samedi matin. Ben oui. Et j'ai des gens partout du Nouveau-Brunswick. Un matin, il était plein. Écoutez, il y avait une vingtaine de personnes, puis ils voulaient tous parler. Puis ça fait 5 ans, là, tout le monde est là. Tout le monde, oui. Puis pas juste ça, Jean-Pierre, c'est que si les gens n'avaient pas besoin d'exprimer leur mal-être, il n'y en aurait pas de thérapie en Zoom de même. Tu sais. Puis pourquoi le Zoom? C'est que quand Jean-Pierre a vendu la clinique, mais le samedi matin, c'était une thérapie qu'il aimait faire. J'allais à cette thérapie-là. Ah, J'aimais moi ça, aussi. toi aussi, Ben tu te ouais. rappelles, Michel? Ah ouais. Et ce qui était le fun de cette tradition-là, c'est qu'on se ramassait une grosse gang à faire une thérapie de groupe où tout le monde avait son droit de parole. On pouvait échanger autour de la table. Mais à un moment donné, la pandémie est arrivée en 2020. Ah Jean-Pierre ouais. a vendu la clinique. C'est ça. Mais l'élan de vouloir continuer à faire ce tour de table-là avec un thème à tous les jours, à tous les samedis, bien, Jean-Pierre l'a relancé et depuis, on le fait en Zoom et à l'occasion, on le fait en présentiel chez un membre du groupe du samedi matin. Alors, c'est génial. Donc ça, là, c'est gratuit. Hein? C'est déjà le fun. Et on le fait aussi en hommage à David Chiasson. C'est le groupe de David Chiasson le samedi matin. Puis à chaque samedi, on se réunit et c'est sur une base volontaire. Mais ce que je trouve le fun, c'est qu'on se voit ensemble cheminer et partager dans un endroit, un safe space, excuse l'expression française, mais dans un endroit où on se sent en sécurité, où on se sent pas jugé et on peut se parler sans se censurer.
Trouve-moi une place dans la société qui te permet ça de façon gratuite. À part les fraternités anonymes, j'en connais pas d'autres. Est-ce que tout ça, c'est à cause d'un mal de vivre, d'un malaise en soi, d'une maladie de l'âme plus intense que celle des autres? Les philosophes pré-socratiques disaient la même chose. Que ce soit Sénèque, que ce soit Marc Aurèle. Puis, en fait, moi, j'aime beaucoup Alcoolique Anonyme, mais un des gars qui a inspiré Alcoolique Anonyme s'appelle Carl Jung. Puis, il disait, Carl Jung, l'être humain passe une partie de sa vie à édifier des défenses pour fuir la souffrance, lesquelles défenses un jour le rendent plus souffrant que la souffrance elle-même. C'est-à-dire que des êtres humains, on est capable d'intellectualiser, rationaliser, projeter. Tu sais, quand on voit les gens arriver, là, ils ont la maladie, ce que j'appelle la stacose chronique bilatérale. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Si ça va mal, là, c'est soi-même. On a tout ce qu'il faut pour être heureux, puis tout ce qu'il faut pour être malheureux. Parce que quand on prend le temps, juste dans l'ascenseur, de faire un sourire à quelqu'un, de laisser la porte, c'est là où on se sent mieux. Mais on est souvent greffé sur notre petit besoin. Puis à se faire, moi je m'intéresse beaucoup, par exemple, à la dépendance émotive et sexuelle. C'est-à-dire qu'on se crée des néo-scénarios de fantasmes qui sont de la dopamine, pensant que si on tombe en amour avec une fille, qu'on peut la baiser tous les jours, qu'on n'aurait plus jamais de problème. Ça, c'est du théâtre, ça. La vie n'est pas comme ça. Mais on finit par croire à nos folies. Et on se compte des mensonges, puis là, on est malheureux après. Donc, on se crée de la néo-réalité. On n'est pas dans la réalité. Et quand on prend le temps d'être à l'écoute des autres, puis de cheminer, c'est drôle, ces fantasmes-là disparaissent, puis on est ce qu'on appelle dans la relation plutôt que dans la sensation. Et ça, c'est la chose la plus difficile, Jean-Pierre, que tu m'as apprise, c'est d'accepter de faire le deuil de ces sensations-là. Parce que les sensations, là, c'est ce qui goûte le mieux dans notre vie, là. En même temps, tu te dis, ouais, mais j'ai pas envie de vivre quelque chose de plate, puis de drap, puis de pas de sensations. Non, les sensations vont faire partie de ta vie. C'est juste qu'il faut que tu inverses. Il faut que tu te serves d'une belle relation, puis tu crées la relation à l'intérieur de laquelle aura des sensations. Mais pourquoi faut-il? Ben, parce que sinon, c'est la fin. Je vais juste collectionner des sensations, je vais m'auto-détruire, puis je vais faire du tort. Mais pourquoi, si tu collectionnes juste des sensations, tu vas t'auto-détruire? Parce que tu ne construis pas. Exact. On ne peut pas construire. Sacha Guitry disait que les 5 plus belles minutes de l'amour, c'est quand tu montes l'escalier. Alors, c'est dans le désir. Comprenez-vous? Et quelque part, quand on crée, on peut se retirer. Une amitié comme ça, là, c'est pas de la sensation, c'est de la relation. Mais moi, là, je suis partout, n'importe où dans le monde. Je peux appeler Jean-Marie, puis d'autres personnes. Puis je suis sûr que je vais être écouté. Je le dérange jamais. Puis il m'a jamais dérangé. Mais d'insensation, là, ça finit toujours mal d'habitude. Parce que quelque part, il y a quelqu'un qui se sent lésé. Paul voulait me poser une question. Oui, en fait, c'est pour Jean-Marie. Les sensations, tu parlais tout à l'heure d'accompagner des gens en fin de vie. Ouais. J'ai eu, je peux dire, le bonheur et le malheur d'accompagner mon frère cette semaine en fin de vie. Et puis, oui, ça marque, mais ça fait du bien quand tu vois où il était, où il est maintenant. Ça fait du bien parce qu'il y a un soulagement qui se dégage de ça. Ouais. Et puis, tu es capable d'en parler et puis de passer au travers, puis de montrer aux autres, là, à tes enfants, à mes enfants qui n'étaient pas là, leur dire, en fait, c'est un malheur, mais un bonheur en même temps. C'est un bonheur pour l'âme aussi. Là. Mais le bonheur... Mon âme à moi, là. Oui, mais aussi le privilège d'avoir été là pour ton frère, d'avoir été disponible pour lui, de lui avoir tenu la main au propre comme au figuré pour son dernier passage. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de le vivre. Et tant mieux si tu es capable de le vivre, et tant mieux si surtout tu as pu lui permettre de quitter en paix. Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est là qui t'amène une richesse puis une espèce de bonheur. Comme, hey, je suis content d'avoir été là pour mon frère. Je suis triste de ne plus l'avoir avec lui. Donc, il y a comme un arc-en-ciel d'émotions. L'arc-en-ciel, ça vient parce qu'il y a de la pluie puis il y a le soleil. Donc, tu as de la joie puis en même temps, tu as de la tristesse.
d'où l'arc-en-ciel. Alors ça, c'est spécial vivre ça, mais en même temps, tu l'as vécu, puis tu as permis à ton frère, et peut-être même l'environnement, parce que tu étais bien, de créer un espace où il y a eu une fin. En fait, la relation, comme on dit souvent, la mort met fin à la vie, mais pas à la relation. Exact. Là, maintenant, il y a une nouvelle relation qui s'installe ou qui prend une nouvelle forme avec ton frère. Mais ce que je trouve beau dans ce que tu dis, c'est que je te sens pas du tout détruit. Je te sens pas en train de te liquéfier par rapport à la perte de ton frère. Non, puis j'ai fait un diaporama, tu sais, pour le salon, là, et puis, tu sais, tu revis des moments de photographie que tu as été chercher, tu ramasses, puis tu fais un diaporama. Et puis, mon Dieu, que ça fait du bien de revivre ces moments-là de l'enfance, les moments plus vieux, les moments proches de sa mort aussi, là, tu sais. Ça fait une boucle, tu sais. Puis tu dis, bon, mais OK, il a bien vécu, il y a eu des malheurs aussi, mais quand même, au bout de la ligne, la boucle est assez bien fermée. C'est ce Oui, que je mais veux ça, dire. tu pourrais pas faire ça si tu avais juste eu une relation de sensation avec une personne. Moi, je peux pas imaginer rendre hommage à une fille que j'ai baisée quelques fois, dans laquelle j'ai eu bien des sensations, mais j'ai pas créé la relation. Toi, à l'autre bout du spectre, tu as créé une grande relation avec ton frère, tu as des souvenirs. C'est un très, très, très long fleuve parsemé de plein de beaux souvenirs. Et c'est ça que tu es en train de partager dans le diaporama pour le salon, tu sais. Et tu allais dire quelque chose, Jean-Pierre? Ben, bravo d'avoir vécu un deuil. Oui. Actuellement, on a une société qui escamote les deuils. Et le gars meurt, on l'enterre, on le met dans une boîte, là, puis 24 On heures, mange des sandwichs. mange un sandwich. Ça, puis beaucoup de pathologies qu'on voit, c'est des deuils non vécus. Et ce que vous avez vécu, Paul, c'est un deuil. Vous avez été présent, vous avez des souvenirs, vous avez été chez des souvenirs, vous avez de l'amour là-dedans que vous pouvez partager avec tes enfants, avec d'autres. Donc, vous avez intégré un passage. Et c'est ce qu'on appelle un deuil. Puis il va vous rester, vous allez vous souvenir pendant longtemps de ça, puis en revoyant les souvenirs d'enfance, l'amour qu'il y a eu, tout ça. C'est un ensemble de quelque chose, c'est un deuil vécu. Mais un deuil escamoté, là, il revient 10 ans, 5 ans après, tout le temps. Moi, je vois beaucoup de gens qui ont des deuils de leur maître et tout, de retravailler 5 ans après des deuils qu'ils n'ont pas vécu. Les deuils escamotés. Ah, c'est vrai. Jean-Marie, Oui. Qu'y a-t-il? qu'as-tu à rajouter à ça? Ben, je suis veux t'entendre je suis sur 100% ça. d'accord avec ce que Jean-Pierre vient de dire, puis que moi, ce que je trouve important dans ma vie, c'est de donner un sens pendant que j'ai encore toute ma tête, toutes mes fonctions, toute ma conscience, et surtout avec mon histoire. Tu sais, j'en ai des histoires de souffrance, j'en ai des histoires de sensations qui m'ont amené à souffrir, et ça m'aide à prendre des meilleures décisions. Quelles ont été tes grandes histoires de souffrance? Est-ce que tu peux donner un exemple, par exemple, sans trop Ben, faut dire que bousculer moi, ton je viens- intimité? Non, mais je viens d'un milieu dysfonctionnel à cause de l'addiction de mes parents. Alors, tu À dis- l'alcoolisme? Oui, puis les deux parents. Donc, tu comprends que l'enfant qui vient au monde dans une famille dysfonctionnelle se sent souvent isolé, abandonné, rejeté. Alors, c'est sûr que ça m'a pas aidé dans mes relations, dans ma construction de confiance, d'estime et tout ça. Alors, c'est sûr que déjà là, d'avoir à me reconstruire, ce que disait Jean-Pierre souvent, c'est ce qui part croche, c'est tough de ramener droite. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas irrécupérable, que c'est irrécupérable. Non, c'est très récupérable, mais c'est juste ça a laissé des traces. Donc, je pense que toute ma vie, j'ai eu à me sentir des fois inadéquat. Je me sentais pas assez, je me sentais abandonné, je me sentais rejeté. Donc, comme le rejet, c'est souffrant, ben tu veux pas le revivre. Alors, ce que je fais, je vais en contrepartie avoir des comportements pour m'assurer que je me fasse pas rejeter. Donc, de dire jamais non, tu veux jamais déplaire, tu veux pas être rejeté. Donc, c'est quasiment d'être un mendiant affectif. Donc, j'ai quêté l'amour, j'ai quêté l'attention, j'ai quêté l'affection, la fierté, alors que, comme disait Jean-Pierre tantôt, ça sert à rien de chercher le bonheur à l'extérieur, être à l'intérieur. Donc, à un moment donné, tu te dis, bien, de quelle façon je peux me reconstruire
pour pas me laisser chevaucher par mes blessures, par mes carences. Donc, il a fallu que je comprenne des comportements. Puis Patrick Bordeaux, qui est un ami à nous, qui est pédopsychiatre, puis qui est un grand spécialiste, avait fait à la clinique de mon départ un bel énoncé sur justement comment ça fonctionne dans le cerveau d'une personne qui souffre d'une addiction. Et là, on a compris beaucoup de choses, comment, hey, mon Dieu, je comprends mes comportements, je comprends pourquoi j'en fais toujours plus, puis c'est jamais assez bon, c'est jamais assez gros. Donc, il a fallu que j'aille chercher de l'aide pour me reconstruire. Parce que, tu sais, des peines d'amour, je peux t'en raconter. Mais des deuils, ça aussi, je peux te le partager. Donc, le deuil de ma mère, c'était très, très tough. Mais en même temps, ça a été un cadeau mal emballé parce que là, j'ai fait une quête. J'ai fait une quête de sens pour essayer de comprendre à 26 ans, c'est quoi la mort, c'est quoi la vie, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour comprendre davantage comment être heureux, comment donner un sens à ma vie. Et c'est ce qui m'a amené à une quête bouddhiste, qui m'a amené à faire plus de bénévolat et ce qui m'a amené à faire de l'accompagnement de fin de vie. Donc, sans la mort de ma mère en 1991, je ne serais pas ici pour vous parler de l'accompagnement de fin de vie. Il m'a fallu une claque d'en face. Et je fais le parallèle avec la mort de David Chiasson. Sans la mort par suicide du fils de Jean-Pierre, Jean-Pierre n'est pas le même médecin, là. Pas du tout. Tu me l'as souvent dit, Jean-Pierre, que ça t'avait transformé. Il y avait quelque chose de positif dans la mort de David. Il a donné un sens quelque part à ma vie. Et la mort de David, il n'est pas mort pour moi. Il m'accompagne quotidiennement dans mon travail, dans ma vie. Et il m'habite. J'y pense tous les jours. Et ça me permet de détecter la souffrance chez l'autre qui est souvent invisible. Parce que les êtres humains ne veulent pas étaler leur souffrance. Ils disent, oui, ça va bien. Demande à quelqu'un, ça va bien, va bien. 90% ça va pas. C'est pas vrai, là. Parce que les gens... Mon père, il disait qu'il était bien psychologue. Il disait Pierrot, il m'appelait Pierrot. Il dit, n'oublie pas que les gens qui t'entourent sont en survie. 90%. Survie émotionnelle, survie monétaire, survie relationnelle, survie familiale. Ils sont insatisfaits dans leur job. Ils se sentent seuls, ils se sentent frustrés. Puis, ils survivent, ils ont de l'eau jusqu'ici. Puis, si c'était pas ça, là, il n'y aurait pas de guerre. Puis, il n'y aurait pas d'itinérance. Puis, les docteurs n'auraient pas d'ouvrage. Les avocats n'y auraient pas. Alors, comprenez-vous? Parce que, quand on regarde... Puis, moi, je ris beaucoup parce que on a un ami commun qui est docteur de compagnie. Puis, il fait ce qu'on appelle... Quand les compagnies vont mal, là, des grosses compagnies, là, à coups de millions, centaines de millions, il rencontre le président. Puis, la première question qu'il pose, il les écoute, puis il dit, donnez-moi votre organigramme. Puis il décode un peu. Puis il y a deux autres, donnez-moi votre sexogramme. Qui couche avec qui? Puis il finit par trouver la réponse. Parce que, en général, c'est les malaises humains qui engendrent des troubles relationnels, des troubles financiers, des troubles conflictuels, des troubles légaux. Et quand on est en paix avec soi-même, c'est drôle qu'on a moins besoin d'avocats. Mais vous êtes quand même très respectueux du style de vie, de mon style de vie, par exemple. Parce que moi, quand je vois le docteur, on parle aussi de style de vie. À un moment donné, toujours sur une patte, je fais le tour du monde, j'ai des peines d'amour, je crée des peines d'amour surtout, que vous m'avez toujours respecté au travers de ça. Quand même, parce que c'était quand même, je faisais de la fuite géographique, la fuite humaine, la fuite de tout. On n'est pas là pour juger. Oui. Et comme Jean-Marie, quoi. Absolument pas. Mais vous n'êtes pas là pour juger. Non, mais en même temps, laquelle des simagrées que tu as faites qui a décoiffé Jean-Pierre? Aucune. Nomme-moi-en une. OK. Ben, c'est ça. Comment veux-tu qu'il rit de toi? Je veux dire, il peut pas rire de toi. Je veux dire, il a fait les mêmes niaiseries que toi puis moi. Ouais. Il nous comprend. En même temps, en bon père de famille, en bon médecin, en bon ami, il va te dire, est-ce que c'est le bon chemin sur lequel tu marches présentement, d'après toi? Est-ce que c'est bon? Ça t'amène-tu vers le bonheur ou vers plus de troubles? Oui, le décoiffé, je pense que si je retournais dans la consommation, je ne sais pas décoiffé, mais il y aurait une déception. Hein? C'est-à-dire que... les résultats ne nous appartiennent pas. Non, oui, oui. On n'est pas dépositaire des résultats de l'autre. On est un instrument de changement. On accompagne les gens. On accompagne les gens sans les juger. Parce que quand d'abord, un alcoolique, il ne faut pas lui dire quoi faire. Puis personne n'aime ça faire dire quoi faire, dans le fond. Or, il faut être écouté. Puis, il y a deux phrases que je dis. Les individus ne changent jamais par vertu, mais par nécessité.
Puis dans Alcoolique Anonyme, il y a une phrase que moi j'ai entendue. L'attrait vaut mieux que la réclame. La lueur dans nos yeux a plus d'impact que toutes nos paroles de conseils. Parce que dans les bars, il y a beaucoup de conseils qui se donnent. Et ça fait quand même longtemps là, que vous ne consommez pas, Dr Chiasson. Ça fait 24 heures. 24 heures. Bon. Quelle belle et toi réponse. aussi, mode de vie, Jean-Marie, 24 moi heures. aussi. Oui. Bon, alors. C'est un choix. c'est En un fait, choix. c'est Jean-Pierre qui m'a dit que la maladie de l'addiction, c'est la plus belle des maladies. Parce qu'on Ouais. est condamné au bonheur. On est condamné à bien aller, à bien prendre soin de soi. Ça veut dire bien manger, bien dormir, faire de l'activité physique, avoir une job qu'on aime, avoir des relations qu'on aime. Alors, quand ça, c'est placé dans ta vie, Ouais. tu n'as pas envie de t'ouvrir les veines, Ouais. tu n'as pas envie de te Non. scraper, tu n'as pas envie de t'auto-détruire. Donc, c'est une maladie qu'on ne choisit pas. Par contre, on choisit comment placer le mode de vie pour pas que l'addiction revienne au galop et nous reprenne par force, par Par la force, surprise, par oui. surprise. Ouais. Est-ce que tu te sens coupable en cours de route des peines d'amour que tu as créées? Le moins possible, parce que je sais que je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses que j'ai causées autour de moi de par la maladie, mais ça devient une belle excuse. Ah, Mais- c'est parce que je suis malade que... Non, attends, mais là, tu vas te prendre en main, là, tu vas te responsabiliser. Non, mais à un moment donné, supposons que tu rencontres, moi je rencontre José, OK? Ouais. Puis là, José, elle a le profil d'une fille que si, là, je me dis, si je reste, si je la fréquente 2-3 mois, quand je vais si je la laisse, c'est pas une personne qui va manager ça. Ah ouais. Elle va avoir de la difficulté, donc je la laisse. Et là, j'en rencontre une autre, donc je la laisse. T'as pas cette réaction-là, toi aussi, des fois? Ben, j'évite T'oses d'avoir pas des- aller pour pas décevoir la personne, pour Non, pas mais la Je rendre... pense que tu poses une bonne question, Michel, par rapport au choix de nos partenaires. Ouais. Puis, tu sais, à un moment donné, est-ce que c'est comment je peux dire, c'est un choix de gars? C'est quoi l'expression, Jean-Pierre? Tu sais, tu m'avais déjà dit. Il n'y a pas de serein d'un nid de corneille. Oui, il y a ça, parce que tu attires à toi ce que tu es. Mais tu sais, si tu prends une décision basée seulement sur l'attirance, sur la chimie sexuelle, sur la connexion physique, ben c'est un jugement de gosse. C'est ça l'expression, un jugement de gosse. C'est que j'ai pris une décision basée sur mes sensations sexuelles. Ça, Ouais. là, c'est comme de construire une maison avec des fondations de glace. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que Oui. c'est les sensations qui te drivent, mon beau Et, garçon. et si tu es dans une passe de ça, ou si tu fais c'est un peu un mode de vie, ça, est-ce que c'est Ben, ça, c'est c'est mal? se poser la question, est-ce que tu es prête à faire le deuil? Donc, moi, quand j'ai des amis qui me disent, ouais, mais j'ai encore des bons vins que je veux boire, je suis pas totalement prêt à arrêter de boire. Ben, c'est parce que t'es pas prêt. Ah ça ouais. veut dire que t'as pas encore assez souffert. Oui. Mais que quand tu changes de partenaire ou de copine, souvent, je veux dire, ça devient un mode de vie. Oui. Mais ben, ça, pose-toi la question. oui, ben toi, je te pose la question. Ben, hein. moi, c'est sûr que je veux plus ça dans ma vie. Là. Je veux pas collectionner les relations amoureuses. Tu sais. Je ne veux plus collectionner des sensations comme des fêtes. Parce qu'en vieillissant, tu sens que le sans lendemain peut être... C'est souffrant. c'est souffrant, oui. C'est vide. On recommence encore. Ce que disait encore le Ah, beau on Jean-Pierre recommence. Chiasson, le néant post-coïtal. Ouais. Oh, d'accord. Le grand vide, c'est bien le fun. Moi, le maudit que je me suis construit des scénarios, là, des films extraordinaires Du avant drama. que je baise avec une fille. Puis une fois que j'avais consommé le sexe avec une fille, une couple de fois, puis après ça, je me dis, ouais, ben finalement, je me vois pas avec elle faire mon C'est épicerie, je me vois pas exactement. m'acheter un chalet, je me vois pas à long terme. Puis Ben, pourtant, oui. avant, je le voyais. Oui. Mais là, c'est parce que j'ai été bien trop dans la sensation. Mais ça fait pas partie de la beauté de la chose en même temps. C'est de la poésie, c'est du... Non? Jean-Pierre, il a une autre réponse. Oui. Ben, on se justifie toujours de nos comportements erratiques, là. Voilà. Et qu'on est capable de se construire parce que l'être humain est capable de rationaliser et intellectualiser. Quand on est en paix, on n'en parle pas. Ouais. C'est Est-ce bien qu'on ça. devrait alimenter notre relation amitié de la même façon que nos relations amoureuses? Oui puis non. Parce que l'amour, en fait, c'est par la définition de l'amour. Moi, j'étais capable de tomber en amour 4-5 fois par semaine pour être la même. J'ai tout connu ça. Ah. Parce que Bon, je vais vous j'ai l'entendre connu ça. dire. Et je pourrais encore, des fois, si j'écoutais ma boîte à fantasmes, Ah. me laisser aller. Oui. Mais
l'expérience m'a montré que j'ai souffert tellement là-dedans que je finissais toujours ça. Aimer, c'est de vouloir le bien de l'autre. Pas consommer l'autre pour son propre besoin. Ça, c'est égoïste, ça. Et aimer, c'est de vouloir... nos enfants, moi, j'ai un fils, il n'est pas toujours là avec moi, mais je sais qu'il est à mon chalet à Sainte-Luce-sur-Mer, il est avec ses petits-enfants. Il est heureux dans sa famille. Juste de savoir ça, ça m'apaise. Mais quand je tombais en amour, je ne pensais pas à ça. Moi, tomber en amour, c'est j'ai hâte le soir pour pouvoir, puis, tu sais, aller faire l'amour à un champ de rose à Marrakech ou Némite, dans le monde entier, il n'y avait pas de limite. Apprendre à aimer, comme disait Vigneault, aimer, c'est difficile. Ça demande un peu un détachement, vouloir le bien de l'autre, de l'autre s'épanouir. Et ça, on a de la paix là-dedans, dans l'amour. Dans la sensation, c'est comme le parc Belmont, il y a un scénique. On monte, puis on descend, puis on est obligé de recommencer tout le temps. Bien, c'est comme disait Jean-Marie, faire une belle maison, puis qu'il n'y a pas de salage, là, ça finit toujours par tomber. Ouais. Fait qu'il est 11h32, on recevait ce matin Jean-Pierre Chasson et Jean-Marie Lapointe. Question, une des dernières, la dernière. Jean-Marie, qu'est-ce que tu fais présentement, là? Je sais que on te voit souvent passer là, en kayak, des activités nautiques beaucoup sur Facebook, sur Instagram. Ben, je vais terminer ce qu'on avait commencé en tout début d'entrevue. Je me rase la barbe cette semaine parce que j'ai fini mon tournage sur la série Alerte. Ça fait partie du look. C'est quoi cette série-là? La série à TVA qui s'appelle une série Alerte, c'est une série de fiction. Puis, j'ai eu un beau rôle là-dedans. Puis là, ben, il restait une journée de tournage. Donc, on m'avait demandé de garder mon look, même si j'avais pas terminé. Regarde la belle barbe, mon beau Jean-Pierre. Ça te change de look, hein? J'ai l'air quasiment d'un grand-père en devenir ou d'un Père Noël. Mais ce que je fais maintenant, ben, en quittant, en fermant le micro, ben, justement, j'embarque dans ma voiture. Je suis attendu en Mauricie pour aller m'entraîner sur l'eau tantôt. OK, mais t'es venu spécialement de la Mauricie pour nous voir... J'ai retardé mon départ pour vous autres. Oui. OK, d'accord. Donc, les maisons de la Fondation Jean-Pierre David Chasson, pardon, il y en a 5 maintenant. Il y ou en a 6, 5, mais je continue bientôt mon travail. 6, continuez votre travail. De la psychiatrie, de la consultation. Donc, vous recueillez des fonds et vous achetez... On recueille des fonds le 5 novembre, on fait une levée Et de vous fonds. achetez quel type de maison? On des loue duplex? des maisons, mais on les meuble, là. On a un donateur et on cherche un loyer vraiment très bas. Puis vous les achetez? On les achète pas, les maisons. On les loue, mais ça se peut qu'il y ait peut-être quelqu'un. Il y en a qui nous en donnent, et puis on essaie. OK. Mais on essaie que les gens, on loue ça à un loyer très modique. Les gens doivent, travailler, étudier, demeurer abstinents. Et c'est des conditions pour rester là-dedans. Bon, puis à part ça, Alerte, Jean-Marie, tu fais... Conférence, je suis dans le développement de projets, j'ai en train de terminer l'écriture d'un livre. Mon Dieu, Wow. on a c'est une autre entrevue, Michel. Bon, Ça sera une autre entrevue. Viens-tu au party de Marie-Louise ce soir? Oui. Ta nièce. Aucune idée, moi, pas au courant. De toute façon, je les évite, ces parties-là. Là. Moi, là, les 5 à 6... Docteur, venez-vous au party C'est de fini. Marie... fine, les gars, il va y avoir des... C'est du monde de- plein d'affaires de même, là. Et j'ai assez vécu ça. Oui. Je vais vous dire, Ben non, non. je vais aller faire un tour dans la campagne. Oui, avec mon merci, épouse, là. merci. Non, mais je vais Jean-Marie, dire, si tu merci beaucoup. Hein. Mais je vais te dire ce qu'on fait, Jean-Pierre et moi. Maintenant, on les ouvre, les clubs. Avant, on les fermait. Oui, absolument. Merci beaucoup, Dr. Chasson, Jean-Pierre, Jean-Marie Lapointe. Plaisir. À la prochaine. Quoi. Merci À de bientôt. l'invitation. Merci. Salut. Merci. Merci. Bonne action de grâce. Merci. Merci, Paul. Merci. Écoute,